avons la chance d'accueillir cet après-midi Olivier Kaplan. Pour ceux qui le connaissent, Olivier Kaplan est une des grandes figures du monde de l'art contemporain. Olivier Kaplan est critique d'art. Olivier Kaplan a dirigé les programmes culturels, enfin les programmes de France Culture. France Culture. Il a été délégué aux arts plastiques. Ce qui est un poste tout à fait central au ministère de la Culture, dans le monde de l'art. Il a été le directeur du Palais de Tokyo, enfin du projet, puis il a été le premier directeur du Palais de Tokyo. Non. Projet. Non, c'est parce que c'était Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud qui ont été les premiers directeurs artistiques. Puis, moi, je suis arrivé à la 3e phase. Voilà. D'accord. Et tu as aussi été directeur de la Fondation MACT. Olivier Kaplan était à l'initiative de manifestations artistiques très importantes comme Monumenta. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au Grand Palais et ont vu cette manifestation tout à fait spectaculaire avec de très grands artistes. De Blick Axen en Allemagne, à Francfort, et de la Biennale de Busan en Corée du Sud, puisque Olivier travaille souvent en Corée du Sud. Il est aussi président de la Biennale de Saint-Paul-de-Vence. Il faut savoir qu'Olivier, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur les artistes contemporains, est également écrivain, poète. Et c'est cette diversité des talents, cette curiosité, cette ouverture qui fait qu'il a tout à fait sa place ici dans nos conversations sous l'arbre, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mêle des personnalités d'univers très différents sur un sujet qui les associe. Voilà, je passe la parole à Olivier, en espérant, Olivier, de ne pas avoir oublié un détail fondamental de ta biographie. Oui, pour compléter rapidement, pour que vous excusiez les confusions de mon discours, en fait, très vite, j'ai eu deux manières de réfléchir, peut-être, en tout cas, d'avoir une relation avec l'art. D'un côté, de façon académique, universitaire, j'enseignais d'abord à l'université de Paris 8, puis après à Paris 1, et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas, si tant est que je puisse apporter quelque chose, ma manière d'établir la relation avec l'art, c'est-à-dire l'histoire de l'art. En fait, ça venait aussi peut-être les plus âgés s'en souviennent, ça venait d'un théoricien et critique d'art, spécialiste de Paul Klee, du machinisme dans l'art, qui s'appelait Marc Lebotte. Et Marc, il s'est beaucoup intéressé à la figuration aussi. Par ailleurs, il écrivait, publié par les éditions POL, que vous connaissez peut-être, des poèmes. Et Marc Lebotte avait déjà cette espèce de ce double rapport. Il était professeur titulaire de chaire, etc. Et il avait cette idée que l'art devait être abordé de plusieurs façons. Et c'est un de ces coups de fil qui m'a dit, écoute, il faut absolument que tu nous rejoignes à Paris 1, présente-toi devant le comité Tartampion. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Donc, je n'étais pas à proprement parler quelqu'un qui donnait des cours d'histoire de l'art. J'en aurais été bien incapable, puisque ma thèse de sciences humaines, puis de maîtrise de littérature, une licence de littérature, et donc j'avais commencé à travailler ça s'appelait l'EPHE, École pratique des hautes études, dans un bureau qui était dirigé par un homme assez formidable, un sociologue en fait de la littérature, qui s'appelait Lucien Goldman. Et il était accompagné de quelqu'un qui a eu après une activité d'acteur dans le milieu de l'art, c'était son assistant Jacques Lénart. Et donc j'ai commencé à tracer ce sillon-là quand Marc Lebotte, qui avait repéré cette ambivalence, pour me rendre compte que je n'écrirais pas
des tas d'articles d'historiens d'art parce que je ne savais pas, c'était pas comme ça que je voyais de là. Alors pour être, évidemment, on trouve toujours des grands-parents, des prophètes, des parrains. Et évidemment, pour ceux qui connaissent Walter Benjamin a ces fameuses phrases « L'histoire de l'art n'existe pas ». Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Moi je lis beaucoup de livres d'histoire de l'art, ça m'a appris tellement de choses et ça permet d'avoir un sol. Mais ce que voulait dire Walter Benjamin, c'est qu'il disait faites attention, ne soyez pas ces gens qui vont catégoriser, qui vont classer, etc. Et il rajoutait, l'histoire de l'art n'existait pas. En fait, ce qui compte, c'est l'idée que les artistes lèguent au siècle à venir leurs œuvres, et ces siècles à venir en feront ce qu'ils pourront, ce qu'ils voudront. Et donc, si vous voulez, ma famille, c'est celle-là. Et Walter Benjamin, comme vous savez, indépendamment de la vie bien difficile qu'il a eue pour éviter d'abord l'Académie, qui ne l'a pas nommé professeur, même s'il écrivait beaucoup, notamment, comme vous savez, sur Baudelaire, sur les passages, enfin bon, etc., toute cette œuvre magnifique. Et puis, tout simplement, avec les nazis, puisqu'il était juif et qu'il s'est suicidé à Portbou lorsqu'il a cru qu'il était rattrapé par ces mêmes à travers la police espagnole. Ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas sûr. Mais enfin, je dis ça pour en profiter. Allez là-bas, parce qu'il y a une œuvre d'un artiste qui est mort, un artiste qui vivait en France et en Israël, Danny Caravan, un artiste de la commande publique, et il a fait un hommage à Walter Benjamin absolument splendide. C'est très simple, il était amoureux d'architecture, Danny Caravan, et il aurait pu être invité par toi ici. Il a pris, disons, un parallélépipède, il l'a construit en acier corten, afin qu'il se mêle à la nature, au rocher, et il l'a mis sur une diagonale qui descend vers la mer. Ce qui fait que l'hommage à Walter Benjamin, on descend cet escalier avec les vagues, la mer, dans un carré, comme ça on est happé par la beauté de la mer, et quand on se retourne, on remonte et c'est le ciel. Et le bleu du ciel de la Méditerranée, c'est sans doute pour moi son œuvre la plus puissante, sinon on peut en voir au Cergy-Pontoise, enfin bon, etc. Et ce que ça veut dire, pourquoi j'évoque ça, c'est parce que, en fait, quand on se dit qu'on ne va pas être simplement, même si par exemple, ces cours que j'évoquais s'appelaient théorie de l'art, si on va expliquer, bien sûr, qu'il y a des théories de l'art et ça nous apporte, ça nous enrichit, mais je terminais toujours mes cours en disant, vous savez, voilà, on a vu la linguistique appliquée à l'art, la sémiologie, etc. Mais n'oubliez jamais une chose, l'art est irréductible à toutes les autres pensées le concernant. Ça peut être un alentour qui vous apporte quelque chose, mais ce qu'il va falloir que vous compreniez, et parfois c'est l'artiste lui-même qui vit cela, c'est-à-dire qu'une forme qui naît, une forme qui va tout d'un coup apparaître dans l'espace, n'aura pas eu précédemment, obligatoirement, comme le disait très bien le philosophe Jean-François Lyotard, d'argumentaire. Ça veut dire peut-être aussi plus simplement pas de programme. C'est-à-dire qu'il y aura eu quelque chose que l'artiste a investi du sens, a donné tout son sens, et il va petit à petit le découvrir en même temps qu'il le fait. Comme dit un peintre qui a la quarantaine aujourd'hui, quand je commence un tableau, je sais que c'est la peinture qui va m'informer sur ce que je dois faire. Quelqu'un qui a dit à peu près la même chose, c'est Monet, et on sait très bien que tout ce qui allait se passer sur la toile, et il le dit avec humour quand il devient aveugle, bien sûr, et c'est cette espèce de manière de procéder comme cela. À partir du moment où on pense cela, on sait très bien que l'histoire de l'art va être une base culturelle, mais que ça ne sera pas votre chemin. D'autres sont sur ce chemin-là et ils le font, et très bien. Et quand
Chantal m'a demandé de venir à ces conversations. C'était avec un grand plaisir parce que je pense que c'est un peu ce qu'on peut ressentir à Chaumont. Parce que un petit frère ou une petite sœur de l'histoire de l'art, c'est la critique d'art. Et la critique d'art, comme n'importe quel format corpus, et souvent, si elle s'appuie sur ce qui sont les catégories, les classements, etc., elle va travailler à travers, comme ça, des groupes d'artistes qui, bien évidemment, comme le disait ce cher Baudelaire, la mode, la morale, la passion, va être sur l'influence de ce qui se passe dans le moment même. Ça, c'est un danger si on veut véritablement tenter de pénétrer au cœur de l'art en tentant d'être modestement quelqu'un qui tente de saisir la pensée des artistes en proposant sa propre pensée. Roland Barthes a très bien dit ça dans si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. C'est un essai sur Sarrazine de Balzac. C'est une nouvelle de Balzac. Ça s'appelle S Z, où il essaie d'expliquer au début qu'il ne sait pas très bien pourquoi il a envie de passer 3 ans de séminaire, écrire un livre sur Sarrazine. Et il dit parce que je me sens pris sous le report de l'œuvre et que donc j'ai peut-être quelque chose à dire. Peut-être. Et donc, je pense que en tout cas, pour ce qui est de ce que je peux écrire, c'est comme ça. Et avec cette notion, alors peut-être plus vaniteuse, que tous ces textes sont comme, puisque je reviens de Hong Kong, comme la baie de Hong Kong, ce sont des archipels. Ce texte-là, ce texte-là, ce texte-là. Et après, peut-être, on peut les réunir, les mettre ensemble pour avoir un propos sur l'art. Donc, par rapport à Chaumont, je voulais dire ça parce que c'est ce que je ressens aussi dans la manière de travailler, qui n'a pas les mêmes ressorts, mais de Chantal Colleux-Dumont, c'est-à-dire que je n'y retrouve pas ce que j'appellerais le jeu habituel de ce qui fait la notoriété, de ce qui fait l'intérêt, c'est-à-dire l'époque, quoi. Ça ne veut pas dire que l'époque ne porte pas des œuvres. Bien sûr qu'il y a des analyses historiques, des analyses du temps, etc. Mais au fond, si on peut arriver, si on a la prétention, qui est peut-être trop grande, d'arriver plus au cœur de ce qui fait l'art, il faut se méfier de ça, de ces classements successifs. Par exemple, il est toujours étrange, ce qui n'existe pas du tout ici, d'arriver dans un musée, et voilà, vous avez une salle, ce sont les actionnistes viennois. Gunther Bruce, Hermann Nietzsche, Arnulf Rainer, etc. Certes, ça c'est un moment d'histoire qu'on capte, hein, c'est un fragment. Est-ce que ça permet véritablement de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que des peintres abandonnent leurs toiles, leurs pinceaux, etc., et qu'ils aient envie d'aller dans une incarnation qui va mettre leur propre corps en jeu ? Non, ça va être un classement. Ça s'est passé à Vienne, ça a commencé à la fin des années 50, début des années 60, ça s'est terminé, car beaucoup sont revenus à la peinture ou au dessin dans les années 90, 2000. Voilà. Mais moi, j'ai toujours essayé d'éviter ça, et c'est pour ça que je suis bien à Chaumont et que je dis toujours, où je suis venu avec des amis le faire visiter, c'est parce qu'on ressent ça. C'est d'abord être face à une œuvre, se promener, et là, il y a une œuvre, on peut pas dire « Ah oui, Pennon, oui, alors l'Arte Povera, allez, 15 d'Arte Povera, puis un autre Joriot, puis un autre Counelis, puis un autre, etc. » Non, c'est des rencontres à des œuvres. Alors, c'est un peu romantique, hein, ce que je dis, ça veut dire que l'art peut changer la vie. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on est pris sous le report d'une œuvre, comme dit Barthes, et qu'il se passe quelque chose de très significatif entre le sujet et l'objet qu'il regarde, si on peut appeler ça l'objet dans le sens théorique, pas dans le sens physique,
C'est ça qui me semble intéressant. Et je pense souvent à un artiste qui a eu sa période de gloire, et puis il est toujours bien là, mais il est mort depuis longtemps et il est moins... qui s'appelait Tal Coat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tal Coat. Et lui, il allait plus loin, il disait... il avait beaucoup d'amis écrivains, et il disait, mais en fait, l'art, c'est une histoire de relations interpersonnelles. Et ça peut paraître limité, mais en fait, je crois qu'il a raison. En tout cas, c'est ce que je ressens personnellement. Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé, tout ça pour excuser peut-être ce que vous trouverez peut-être un peu trop romantique, c'est pas du romantisme, mais je veux dire, j'ai volontairement pris cette position. J'étais prof à l'université, j'aurais pu en prendre une autre. Hein, mais en tout cas, c'est celle-là que j'ai pris parce que moi, je venais de l'écriture, justement. Et j'avais fondé une revue qui avait pas mal marché, qui était, comme on disait à l'époque, une revue d'art et de littérature qui s'appelait Exit. Ça voulait dire, justement, tout ce qu'elle voulait dire en latin et dans l'histoire du théâtre, Exit, il sort. Hein, donc on sort de la scène, on quitte la scène pour aller voir ce qu'il y a ailleurs. Ça sera peut-être aussi intéressant. Et puis, naturellement, c'est ce magnifique signe graphique que les Anglais ont inventé avec le EX qu'on voit dans les cinémas, etc. Et ça veut dire aussi sortir. En fait, ça voulait dire, les écrivains et les photographes qui étaient là avec nous, ça voulait dire sortir du lieu, sortir de la scène, aller peut-être si on est un peu méchant, on pourrait dire sortir du cirque et aller vivre des expériences plus spirituelles, plus profondes et moins de critiques d'art. Alors, à partir de cette sensation que j'éprouve à Chaumont, j'ai toujours pensé que c'était un endroit où, à titre personnel, je ne dis pas que j'ai raison, je me sentais très bien, parce que Chantal choisit des gens de grande notoriété, soit qu'ils ne font plus partie du cercle, soit qu'ils font partie du cercle, et bien sûr il y a des artistes très connus qui sont des grands artistes, soit pas du tout, qui arrivent de tout à fait ailleurs. Alors évidemment, quand on dirige un lieu, il y a une proportion à respecter par rapport au public, par rapport aux médias, mais c'est ça que je trouve très très bien. Donc c'est avec grand plaisir que je me retrouve là, et conversation, j'ai bien aimé aussi, parce que ça n'est pas communication. Hein. J'imagine qu'il y a des universitaires qui sont là. Bon, on va faire, voilà, on est invité à un colloque et on va faire une communication. Faudrait que tu fasses pas plus d'un quart d'heure, sinon on te fera signe de toutes les façons quand il faudra arrêter. Bon. Why not, hein, mais mes conversations, c'est tout de même beaucoup mieux. Donc, alors, l'arbre. À vrai dire, je voudrais être le plus sincère possible parce que ce lieu le mérite. Et quand j'ai commencé à travailler avec l'aide aussi de Marie-Laure, qui m'a expliqué comment ça se passait, je me suis dit, en fait, bien sûr que j'ai eu des sensations formidables avec les arbres en fleurs. Je passe une partie, un peu de temps dans la Drôme, évidemment, quand il y a les abricotiers, les pêchers, c'est tellement beau. Bien sûr que j'en ai eu devant des marronniers extraordinaires. Mais je me suis rendu compte que, en fait, l'arbre, d'abord, si on veut être sincère, n'avait pas existé comme ça pour moi, et que c'est pas un jeu comme ça de paradoxe, mais que les arbres qui m'ont retenu d'abord profondément, c'était les arbres morts. C'est-à-dire que j'avais des souvenirs d'arbres morts d'une telle beauté, notamment pas forcément dans la réalité, si on commence à se mettre à souvenir, parce que dans nos discussions, quel est le premier souvenir? C'était dans des films japonais, parce que l'arbre mort joue un rôle dans l'esthétique japonaise sur justement la contradiction entre la vie et la mort, notamment dans Kurosawa, aussi dans Onibaba qui a été fait par et dans La Femme de sable. Bon, Kurosawa est le plus connu, les autres sont connus aussi. Et c'est au fond, si on me disait l'arbre, c'est ça que je voyais d'abord, ces magnifiques arbres morts graphiques entre
je ne sais pas comment dire, entre l'os, entre un organisme sec, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir à partir de là, et c'est aller rejoindre une autre réflexion que je pense on peut avoir. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Je pense que nos amis scientifiques ou biologistes vont dire autre chose, hein, bien sûr, parce que la culture, qu'est-ce que c'est en fait? Moi, je viens de là. Donc, en fait, je pense que c'est une interprétation, naturellement. Alors, pour citer, on en parlait dans la voiture en s'amusant, je veux dire que, par exemple, si on résume rapidement la pensée de Nietzsche, il nous explique de tas de manières différentes que tout est interprétation. Je me suis rendu compte que moi, étant cet acteur, entre guillemets, maniant la pensée, venait vraiment de là. Et que l'arbre, même si j'avais eu de belles sensations, enfant, adolescent, plus tard, ça n'avait jamais occupé la place centrale, peut-être par une sensibilité qui n'était pas assez ouverte. Et c'était donc la figure de l'arbre, en fait, qui me restait comme événement essentiel. Et cette figure de l'arbre, tout d'un coup, rejoignait une préoccupation que j'avais eue sur la nature. Parce que, vous savez, dans le vieux débat nature-culture, souvent, évidemment, la question de la vitalité, du vitalisme, du vivant, est du côté de la nature, puisqu'elle se renouvelle à chaque saison, etc. Et moi, ça fait un bon moment que je me dis, c'est drôle, c'est la même chose, je ne ressens pas ça. La nature, évidemment, c'est cette source extraordinaire de vie. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'art, par exemple, à partir de là? Et quand je dirigeais la Fondation MAC, j'ai fait une exposition dans un château qui est, je ne sais pas si vous connaissez la Dordogne, le château de Biron, qui est un château entouré, qui domine et qui est entouré d'une nature, d'une beauté formidable, la nature de la végétation, mais aussi le vent, les arbres, et les arbres qui résonnent dans le vent, pardon, les soleils, puisqu'il est sur un piton, donc évidemment, il voit la course du soleil est-ouest, et ouest, oui, est-ouest, et j'avais essayé de dire modestement, je n'avais pas du tout fait un titre ni un argument du catalogue, mais je me disais peut-être que je vais réussir dans la manière d'accrocher ces œuvres, la manière de les faire dialoguer, à faire ressentir ce que moi, modestement, j'éprouve, c'est que l'art est plus vivant que la nature. Alors, généralement, quand on dit ça, les gens disent, bon, voilà, c'est un vieux crouton, et l'écologie, qu'est-ce qu'il en fait? Mais ça n'est pas du tout à voir avec l'écologie. Je suis tout à fait pour que cette destruction épouvantable s'arrête. Mais ce qui me frappe quand on vient de l'endroit d'où je viens, c'est que j'ai le sentiment que l'art a une ambition, atteinte ou non, de mettre dans son corps même, dans son incarnation, dans ses couleurs, dans sa composition, dans ses images numériques, etc., images statiques ou images mobiles, quelque chose qui est vivant à jamais et tout le temps. Alors que la nature, on peut le dire si on prend le temps, mais ce que l'on vit tout de même de la nature, et c'est pour ça que sans doute enfant j'avais été frappé par ça, c'est qu'elle vit, elle meurt, elle renaît avec tous ces magnifiques moments qui sont la course des saisons. Et je me disais, c'est drôle, je crois que l'art et les artistes ont une ambition peut-être démesurée, peut-être un peu paranoïaque, qui est d'arriver prenons la peinture, admettons, par une touche, par une lumière, etc., qui fait que quel que soit le jour, la minute, l'heure à laquelle on passe, eh bien, il n'y a pas de cycle de vie et de mort. Elle est vivant, ce qu'on peut appeler, qui est aussi ça peut venir d'un concept
religieux, mais ça vient surtout d'un concept lié au XXe siècle qui a été assez développé, qui est la question de la présence. Quelque chose, là, est présent tout le temps. Alors, je sais que c'est pas toujours partagé. Les gens, par exemple, j'avais une amie qui était une grande critique d'art, Anne Tronche, qui me disait, mais comment on peut dire ça? L'art, c'est immobile. La peinture, c'est immobile. Ou me disait, l'art, c'est un objet. Par exemple, moi, quand j'ai le sentiment qu'une peinture, pour ne prendre que la peinture, même une sculpture est un objet, je pense que l'artiste a absolument raté son coup. Alors, si c'est un objet, ça veut dire qu'il est égalisable à un autre objet. Ça veut dire qu'il entre dans un système d'échange que nous connaissons bien et qui, évidemment, est la base du marché de l'art. Hein. Mais si une œuvre d'art et si la peinture d'un arbre n'est jamais un objet, mais une sorte de présence vivante, eh bien, à ce moment-là, il échappe d'une certaine manière à ça. Alors, il n'est pas, entre guillemets, une valeur d'échange. Il n'est pas échangeable. Après, la société, elle en fait ce qu'elle en veut. Alors, ce peut être une vision un peu de croyance en l'arbre, par exemple, et en l'œuvre d'art qui représente l'âme, mais le cinéaste Lars von Trier, dans son film Breaking the Waves, c'est un film terrible, hein, tout de même s'il y a un miracle à la fin, si j'ose dire, il y a une femme qui est une des héroïnes, qui est maltraitée, brisée, etc. Elle va mourir sous la violence des hommes, etc., sur un bateau. Et en fait, tout ça s'est passé parce qu'elle aimait quelqu'un qui a disparu dans l'histoire. Enfin bon, ça serait trop long. Et elle dit une chose étrange, rapidement. Elle dit, je crois qu'il y a dans la vie, il y a les êtres de la croyance et les êtres de l'analyse. Peut-être peuvent-ils se rejoindre. Peut-être s'il y avait un théologien ici, il nous dirait, mais oui, mais les deux, c'est la même chose. Mais c'est pas sûr. En tout cas, ce cinéaste nous pose la question. Et il le pose la question par rapport à notre temps, il ne le matérialise pas. Un de ses maîtres de même pays, qui était Dreyer, a fait Ordette, un film où la personne est ressuscitée, elle se lève devant toutes ces consciences qui la portent, elle se lève. Bon, c'est un schéma de légende classique, mais comment notre ami Maurice Pialat, avec Depardieu dans Sous le soleil de Satan, on revit ce même genre de moment. Tandis que dans Lars von Trier, c'est plus contemporain, c'est-à-dire qu'elle dit ça, il y a un certain nombre de plans, et tout d'un coup, il y a en effet quelque chose qui ressuscite, mais il ne ressuscite pas avec un corps. C'est que, vous savez, il y a un sonar sur ce cargo, et c'était noir, l'élément vert passait comme ça, et tout d'un coup, on entend bip, 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 ça va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse que le corps qui était cherché est perdu dans je ne sais sous quelle vague, que les vagues ont été créées, et que peut-être il est là. Alors, mon interprétation, c'est que dans ce que je viens de raconter, il y a à la fois la nature, la mer, le corps, et puis cette capacité de l'art d'interpréter et de poser des hypothèses. Et comment, pour moi, voir l'arbre autrement? Il y a des artistes qui le voient autrement. Et il y en a qui vont travailler avec des plantations, qui vont faire en sorte que leur œuvre, soit chez David Nash, soit c'est d'autres, ça va être ces plantations, et ils vont jouer avec tel ou tel arbre, telle ou telle végétation. Sur l'idée de la renaissance, puisqu'il y a Pennon ici, bien sûr, si vous allez vous balader dans les Tuileries, au Louvre, j'avais fait cette commande publique avec lui, je l'avais accompagné. C'était après la Grande Tempête. Donc il avait refait en bronze un arbre tombé qu'il avait observé, avec simplement 5 points d'appui. Et sur ces points d'appui, il avait planté de nouvelles essences, et l'arbre était tombé, il était mort, en plus, il était dur, c'était du bronze, et renaissait au bout de ces branches de bronze de véritables arbres. Puis après, il y a eu une végétation autour. Bon,
C'est donc véritablement cette question qui m'intéresse dans l'arbre. Alors, voilà la manière dont je réfléchis à cette figure, mais on a parfois, c'est vrai, des expériences qu'on n'oublie jamais. Par exemple, ça peut être la fragilité d'un arbre et sa beauté flexible, etc. Ou alors ça peut être des faits, comment dirais-je, imposants, monumentaux, voire des faits de culture, car il y a autour de ces arbres parfois des rituels. Moi, je suis né au Brésil, j'ai vécu au Brésil jusqu'à à peu près 14 ans, entre 13 ans, 14 ans. Et il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des baobabs, il y en a aussi au Brésil. Peu. Et évidemment, ces arbres sont totalement impressionnants. Alors, il me semble qu'il y en a... Attends, je vais essayer de me débrouiller. Alors, voilà les arbres morts dont je vous parlais, qui m'avaient beaucoup frappé. C'est peut-être pas exactement... Peut-être qu'il y en a un de Kurosawa et un autre de nous. Que vous voyez, la beauté graphique de ça. Comment oublier ces rencontres? Parce que c'est tellement extraordinaire. Donc, voilà un baobab. Alors, évidemment... Quand à 8 ans, on voit des choses comme ça, il y a un rapport, comme vous pouvez évidemment le dire immédiatement, entre le végétal, l'animal. Il n'y a pas d'éléphant au Brésil, hein, mais enfin, bon, on ouvre des livres quand on est enfant. Et cet arbre-là, je l'ai assez vite vu grâce aux personnes que je connaissais à l'époque, étaient bien plus âgées que moi. C'était aussi un lieu culturel, alors en Afrique beaucoup plus, hein, mais c'était un lieu où c'était assez compliqué, parce que c'était lié, je l'ai su après, moi, enfant, je ne pouvais pas savoir tout ça, adolescent, c'était lié au condomblé, hein, héritier du vaudou africain, et il y avait une sorte de... C'était pas l'arbre à palabre, mais il y avait des groupes se réunissaient pour en tirer en quelque sorte de la force et une forme de protection peut-être, mais ce qu'on m'a expliqué aussi, un ethnologue, Jean-Marie Gibal, qui a été un peu spécialiste de ce rapport entre l'Afrique à partir du condomblé, hein, et qui a écrit un très beau livre sur les rites de magie que je vous conseille, qui s'appelle Tambour d'eau, de Jean-Marie Gibal, G-I-B-A-L. Et après, avec la Passade, avec d'autres, se sont intéressés au Brésil. Et il y a, dans ces rites de magie, il y a la possibilité d'avoir un esprit, en fait, hein, d'être dominé par dominé, pas le terme, d'être en relation avec un esprit qui va vous protéger. Ça peut être un animal, un cheval, ça peut être un rocher, ça peut être, comme ce que m'expliquait Gibal, cet arbre-là, qui donc tout d'un coup, vous voyez, prend une dimension magique, en fait, ou de rite magique. Il y a peut-être une dimension sociologique aussi, bien sûr, mais je me suis toujours dit plutôt, voilà, il faut passer par la culture pour comprendre comment moi je comprends l'arbre. Et j'avais une mère, au contraire, qui était dans l'effusion permanente face à la beauté de la nature. Il n'y avait pas besoin tellement de médiation pour elle. C'était tellement beau que elle s'appropriait, ou ça venait en elle. Mais à titre personnel, donc à cause de l'expérience qui fut la mienne, voilà l'arbre, le baobab dont je parlais. Et à côté, j'avais choisi cet arbre de Caspar David Friedrich, qui est un grand peintre allemand, un magnifique peintre, dont toujours les gens ont dit, oui, il peint la nature, il habite un peu au sud d'Hambourg, il a peint des vagues, il a peint... Mais à chaque fois, quand on lit les textes, tout d'un coup, et petit à petit, ça paraît, bien avant Chirico, c'est une peinture métaphysique. C'est-à-dire que cet arbre n'est pas un arbre rien que pour ce qu'il est. C'est une peinture qui dit peut-être, l'héritage qu'il avait avec ce qui fait signe, mais ce qui fait aussi sacrifice, ce qui fait mort. Alors peut-être crucifixion, peut-être au contraire la vie, la mort, la contradiction. Et Caspar David Friedrich va
peindre beaucoup d'arbres morts. L'arbre mort ne sera pas toujours du côté des impressionnistes, bien loin de là. Et il nous dit bien sûr quelque chose qui nous interpelle autrement. Vous voyez, là aussi, le rapport, l'importance de cet arbre par rapport à toute la nature qu'il y a autour, avec ces montagnes violines, cette espèce d'étang, enfin plutôt de mare devant lui, etc. Et là, ce qui est intéressant aussi, ça m'a aussi beaucoup appris à ne jamais voir blanc et noir, parce que cet arbre est mort, mais comme alors on peut le voir dans la nature, il fleurit encore. C'est-à-dire que y a des arbres qui sont dans cet état-là, mais ça, je suppose que c'est une explication fort simple. Il doit y avoir encore de la sève, je suppose, je n'y connais rien, mais donc il y a encore des feuilles et des végétations, et c'est ça qui me retenait dans cette ambivalence. D'ailleurs, j'ai pris le train ce matin à la gare et il y a une exposition de copies de Nicolas de Staël. Et alors, c'était bienvenu parce que la phrase est « L'artiste doit être comme un arbre, il doit être lent et laisser monter la sève lentement ». Alors évidemment, c'est très juste pour Nicolas de Staël. Ça l'est moins pour Antonin Artaud, par exemple, ou d'autres, qui sont des espèces de fusées, des fulgurances comme ça qui surgissent. Mais en tout cas, c'est évidemment, toutes ces questions posent la question, à travers l'arbre, la question du temps. Hein. Donc, bien avant qu'on se rencontre, bien avant qu'on parle, comme aujourd'hui, de cette question de l'arbre, j'avais ça dans ce rapport entre... C'est peut-être une question idiote parfois, je me dis, mais moi, dans l'art, je cherche... Je pense que l'art est un être vivant, hein, comme essayer de le montrer en scène Kiefer à Barjac. Il a fait des maisons pour ses œuvres. Ce sont des êtres vivants, il faut qu'ils soient respectés. Il va les arroser en quelque sorte. Et moi, c'est comme ça que je vis. J'ai des œuvres chez moi. Quand je vois... Mais certains collectionneurs d'art africain le disent, alors ils ont un autre mot pour ça. Ça s'est déchargé, alors, parce que parfois, le bois de ces sculptures ont été passés au sang, passés à toutes sortes de choses. Moi c'est pas ça, c'est que je ressens si c'est vivant ou pas sur mon mur, et je dois dire que quand je sens que c'est... Quand j'achète une œuvre, ou quand je m'intéresse à une œuvre, si je ne sens pas ça, j'hésite toujours, et au bout, je laisse tomber. Par exemple, au musée de Grenoble, dont je vous conseille la visite, il y a ce qu'on appelle il y a beaucoup d'arbres d'ailleurs dans des choses, mais c'est la nature plus largement, des peintres de montagne. Et je suis toujours frappé par ça, parce que c'est une expérience très forte que j'ai eue là-bas. C'est magnifique, leur peinture. C'est des grands tableaux. Je sais pas si ils peignent les glaciers, ils peignent les arbres tombés, ils peignent au contraire l'arrivée du printemps près de la glace. Enfin, incroyable technicien des levées de soleil et tout. Et en y retournant plusieurs fois, la deuxième fois, j'ai vu que, mon Dieu, il fallait lever son chapeau devant les techniciens, mais que c'était arrêté. C'est-à-dire, c'était des incroyables prouesses techniques. Et voilà. Et donc, évidemment, c'est formidable d'avoir ces beautés chez soi et devant soi. Et il y a un tout petit tableau, enfin, pas si petit que ça, mais disons comme ça, d'un peintre visionnaire du 19e, que vous connaissez sans doute, Gustave Doré. Et Gustave Doré, il est de cette famille-là, d'un peintre qui ne cherche pas simplement à montrer la beauté d'un arbre et d'une végétation, là c'est plutôt une forêt d'ailleurs, mais de la faire vivre de telle manière, moi c'est ce que j'ai éprouvé, en tout cas chacun en juge comme il veut, ce tableau, autant les autres qui sont des prouesses, sont, au bout de la deuxième fois on les voit... Voilà, lui, il est absolument vivant tout le temps, et parfois pour des raisons différentes. C'est une forêt, alors là je l'ai pas vu, c'est une forêt qui vient
se perdre dans un lac bleu, c'est vert, bleu, violine. C'est aussi, ça joue un peu sur l'ambivalence. Qu'est-ce que c'est que cette forme de forêt? Mais ce que ça apprend tout d'un coup et qui est intéressant, c'est que il faut ne pas toujours avoir l'idée de faire totalement confiance à sa vue. Mais peut-être essayer, si la chose est possible, de voir qu'à côté de la vue, il y a une espèce de sœur jumelle, ou en tout cas, peut-être pas toujours d'accord, qui est la vision. Et Gustave Doré, bon, évidemment, quand vous ouvrez un livre d'histoire de l'art, c'est un peintre visionnaire. Donc c'est pas simplement parce qu'il a fait des scènes fantastiques, il est visionnaire parce que c'est ça qu'il essaye de peindre. Et je ne sais plus quand, ça fait une semaine ou quelque chose comme ça, j'essayais d'expliquer ça justement pour l'actionniste et peintre Nietzsche, qui a une très belle expo à la Galerie Érix et au Jeu de Paume, où justement c'est le rapport nature-peinture, ils le mettent en face de Monet, des nymphéas, parce que à la fin de sa vie, il a fait beaucoup de fleurs, de floraisons, enfin, comme souvent les vieux peintres, hein, vous connaissez peut-être les expos assez magnifiques qui s'appelaient L'œuvre ultime, fait par Jean-Louis Prat, ou Deadline, où c'est les œuvres qui ont précédé la mort de peu, qui sont d'une vitalité incroyable. Et donc, ça me rappelait cette idée que je viens de vous exposer, que la recherche de la vision est quelque chose alors de très important. Donc qu'est-ce que la vision ? Évidemment, je pense que ça peut être un fait physique, peut-être, oui, certainement, mais ça peut être, et c'est essentiellement un fait de culture, hein, c'est ce qu'on porte en soi. Et j'avais cité cette phrase, toujours de Friedrich, que je trouve formidablement éclairante. Si un jeune peintre vous demande... cher maître, comme c'était le cas pour Friedrich, il voulait donc peindre des arbres et des forêts comme Friedrich, ou de la glace, le naufrage de l'espérance, etc. Vous voyez comme c'était intéressant. Vous connaissez peut-être cette figure très... Ce sont des blocs de glace cassés, et à l'intérieur dedans, il y a un bateau. Et ce bateau s'appelait l'Espérance, et c'est un fait divers, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Friedrich n'en dit rien du tout, pas grand-chose, mais il donne le titre « Le naufrage de l'Espérance ». Alors factuellement, c'est le naufrage du bateau « l'Espérance ». Mais évidemment, quand on est devant la manière dont il peint et ce qu'il peint, l'espérance, c'est, comme chacun sait, un sentiment, un espoir, une déception, un moteur, enfin, c'est donc en ce sens, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème de savoir que c'est une peinture philosophique, mais comme on dit, il y a assez d'indices, concordants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit une chose qui correspond à ma vision de l'arbre. Il dit à ce jeune garçon, il lui dit, un peintre, ça peint ce qu'il y a devant soi. Mais s'il ne peint que ce qu'il y a devant soi, ça veut dire qu'il ne sait pas ou qu'il ne peut pas peindre ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et plus ironiquement, il dit, s'il n'est pas capable de peindre ce qu'il y a à l'intérieur de lui, peut-être ne faut-il pas qu'il soit peintre. Donc, vous voyez, c'est évidemment une condamnation c'est un désintérêt du réalisme, on va dire les choses comme ça. Mais c'est là que moi je situe la question de l'arbre dans l'art et la peinture. Alors, cette idée m'habite depuis longtemps. J'avais fait cette expo qui n'était pas que sur l'arbre, il y avait aussi tous les règnes, il y avait le minéral, le végétal, sur cette espèce de question que je posais au public, que les artistes posaient, et moi j'avais fait une exposition qui les rassemblait sur cette question de la recherche de ce qui est le vitalisme qui est souvent attribué à la nature, et en quoi existe-t-il dans la culture. Alors ça m'a mené petit à petit à
un jour, j'avais expliqué ça une ou deux fois quelque part, et ça m'a mené à, tout d'un coup, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un peintre montant, enfin comme on dit, qui a 40 ans, et il me dit, j'aimerais bien si vous pouviez venir faire mon exposition avec moi dans le désert de Gobi, c'est-à-dire la Mongolie intérieure de la Chine, pas le désert de Gobi de la Mongolie pays, mais la Mongolie intérieure. Et donc on a commencé à parler, je suis allé voir l'atelier, et j'ai trouvé ça passionnant. Cet homme que vous voyez ici, cet homme, depuis 2 ans, avec une grosse Jeep, des tracks, etc., posait sa peinture au milieu d'une forêt d'arbres morts. Alors, vu tout ce que je vous ai raconté, tout de suite, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Et il y avait, comme phénomène climatique, il n'y avait pas de pluie. Il y avait de la grêle, du vent, de la tempête de sable, des animaux parfois de petite taille et qui pouvaient grimper dessus. Et depuis 2 ans, il allait et il peignait un peu ce que vous voyez là. C'est d'ailleurs, si vous allez vous balader là-bas, c'est absolument saisissant. C'est une forêt d'arbres morts. J'ai amené le catalogue pour ceux que ça pourrait intéresser parce qu'il y a des photos qui sont peut-être encore plus prégnantes. Je ne sais pas si on les voit d'assez loin. Il y a une grande photo, vous voyez, j'aime bien celle-ci aussi, où on voit toutes ces racines-là et surgit le tableau derrière. Alors évidemment, pour moi, c'était du pain béni, puisque ça me permettait de comprendre qu'est-ce qui se passait entre la création de cet homme, la manière dont il redonnait vie à travers ces tableaux, à cette forêt d'arbres. Alors ces arbres, là peut-être certains le savent mieux que moi, mais sont des arbres qui sont vivants en tant que tels pendant 100 ans, puis ils meurent. Mais ils restent debout à peu près 100 ans. Et ils vont s'écrouler par la dessiccation, par la démination, et ils vont se trouver par terre. Et cet endroit, évidemment, entre guillemets, sans vouloir faire de la philosophie de comptoir, est évidemment très métaphysique, parce que ça dit aussi pas mal de choses sur ce qu'on appelle le cycle de vie. Et je ne sais pas s'il y en a une autre aussi grande comme ça. Enfin bon, là il y a plein de photos. Je ne sais pas Internet comment ils avaient des drones. Enfin, il y avait un producteur de films justement, et tout ça se voit en le captant sur Internet. Et ça a été une expérience incroyable parce que la question qui se posait, puisque je parle de ce point de vue-là, c'était comment arriver à faire comprendre ce sujet, c'est-à-dire que cette forêt d'arbres morts impressionnante qui pouvait être liée à la question, si on prend des questions banales pour l'Asie, à la question du dragon, à la question des animaux fantastiques, à la vision irrationnelle des essences et des règnes, etc., qui sont des éléments qui existent dans la pensée asiatique et chinoise et japonaise, hein, évidemment. Et il y avait tout ça, mais moi, plus simplement, je me disais, il faut que cette exposition, je lui propose de faire quelque chose qui montre que sa peinture, c'est incroyable et que l'arbre, dans ces 3 moments, a une incroyable vitalité. Bon, alors c'est des choses techniques, mais il a fallu trouver ça. Faire une exposition dans le désert, c'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a pas de mur. Surtout des tableaux, c'est pas un sculpteur, évidemment, mettre dans les... Donc, avec des architectes, on a conçu des grands panneaux, parce qu'ils faisaient des tableaux de 15 mètres de long, parfois des plus petits. Mais ça, c'est assez étonnant. Il me fallait un point véritablement mort. C'est-à-dire véritablement statique. Et je l'ai trouvé dans des fortins qui défendaient à cette époque la civilisation, une des dynasties chinoises qui avait construit des fortins, il en restait 1 ou 2, parce que les arbres morts étaient à ce point vivants que ça faisait
une espèce de suite, de prolongement trop logique, pas assez frappant. Donc on a construit des praticables et on les a mis dans des distances différentes par rapport à ce fortin, dont il restait quelques ruines. Vous voyez, c'était ça. Mais le fait que l'architecture, de par elle-même, est statique, évidemment, jouait tout simplement de la contradiction entre les deux types, entre guillemets, de vie, celle de ces arbres qui sont en train de mourir et qui deviennent comme des ossements, parce que sur le sol, ils sont blancs, si vous voulez. C'est comme des squelettes, enfin. Et sa peinture. Alors, ça, c'était pendant qu'il peignait. Après, on a fait autre chose que vous verrez dans le livre pour ceux que ça intéresse. Et on a créé ce rapport un peu de tension qui crée l'intensité. Et ça a été une étape de plus dans ma compréhension de comment je pouvais voir le rapport à l'arbre. Et dans cette compréhension de ces cycles, de ces moments, de ces tensions, de ces significations à partir de ce qu'on va appeler un peu bêtement la culture, ou ma culture à partir de l'art, parce qu'évidemment il y a d'autres cultures, et ça a continué, et je me suis dit, bon, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme œuvre dans ce type de réflexion. Alors ça, on change complètement de matériaux. C'est un artiste formidable que je vous invite à voir, qui est un Belge. Alors lui, il est très connu. Lui, c'est David Claerbout, qui est de toutes les biennales et tout ça. Et c'est un type très intéressant. Et lui, alors, il a travaillé sur l'illusion, comme on pourrait faire peindre. C'est-à-dire que quand... Vous voyez, il y a cet arbre dans une demi-pénombre ou demi-lumière, comme vous voulez. Et quand vous êtes devant Image Mobile de son film, vous dites, mais comme c'est beau, c'est vraiment incroyablement beau. Et puis on pénètre dans... Toutes les lumières ont été calculées. On pénètre dans la forêt. On vit cette forêt, on vit la beauté de ces arbres, des feuillages. Et tout d'un coup, on se dit, c'est curieux. Les ombres ne sont pas les mêmes, sont contradictoires. Donc le point d'éclairage, le soleil change de place. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, évidemment, soulève un lièvre. On se dit, tiens, c'est curieux. Puis on commence à regarder de plus en plus, et il le répète de telle façon à ce qu'on comprenne que cette image n'existe pas. Donc cette beauté qu'on a ressentie, etc., a été le fruit de ce travail de David Claerbout, qui avait envie de nous faire ressentir ça, de nous montrer qu'est-ce que c'est qu'une construction, comment la nature est une construction, qu'elle existe, on l'a dit en parlant de ma chère mère, dans l'effusion, mais c'est avant tout une construction. Parfois, j'ai l'impression que certains scientifiques, enfin sciences humaines, je lis, moi, Augustin Berck, je ne sais pas si vous lisez, géographe, philosophe, c'est chez Actes Sud qu'on trouve tout. Et on sent assez fort, ça aussi. La question de l'interprétation est majeure chez lui. Vous savez, c'est très intéressant, même pour Chaumont, parce que il nous explique, et ça, je crois qu'il a parfaitement raison, que lui, en tant que géographe, c'est un type qui marche et qui regarde. Et il dit, moi je regarde de gauche à droite ou de bas en haut. Et il invente, bon, c'est le jargon des concepts, il va sortir de l'idée de la promenade, du panorama, il va inventer ce concept de trajectif. Et il dit, mais en fait, la pensée, moi, ce que m'a appris la géographie, et partant un peu la philosophie, parce que c'est ce qu'il est, il enseignait à la fac encore jusque ça fait 2-3 ans, donc c'est un rationaliste, si vous voulez. Et c'est que il faut comprendre notre rapport
à la nature, à l'arbre, à toute chose vivante dans un trajet et non pas dans la suspension, on va dire, de la méthode expérimentale, pour dire les choses bêtement. Alors là, je ne sais plus, je dois avoir déjà dépassé l'heure, parce qu'évidemment, ça ouvre la porte de la philosophie quantique, comme vous savez, qui dit à peu près la même chose, sur des micro-univers autrement, mais qui va être cette méthode scientifique de l'analyse de quelque chose en permanence soumis au changement, ou en tout cas à la double définition. Maintenant on en parle de ça. Évidemment, le chat de Schrödinger qui est vivant et mort à la fois, le battement d'ailes de papillon, le fait que tout d'un coup, ils ont posé que le corpuscule, le point, était de la même nature que l'onde. Vous voyez, c'est tout de même étonnant, c'est très proche de l'art, ça. C'est-à-dire que si jamais on pense qu'il faut analyser l'art à partir d'idées quantiques, par exemple Ingres et Delacroix, c'est fini cette vieille histoire, ce qui est statique et ce qui est mouvementé, mais c'est tout de même ce qu'on vit tous les jours. Par exemple, Chantal disait en effet que je revenais d'un travail à Hong Kong. Même à l'intérieur des buildings, il faut penser au feng shui, il faut penser que tout... C'est drôle, par exemple, ils font il y a là-bas des bassins, et pour passer d'un bassin à un autre. Souvent, chez nous, on a vu construire un petit édicule qui fait la ligne droite. Ça n'existe presque jamais chez eux. C'est en zigzag. C'est-à-dire que leur pensée a une autre économie ou un autre rythme. Peut-être pas complètement, parce qu'évidemment, les choses se sont synthétisées et il y a de la culturation et il y a de la combinaison de mondes. Mais malgré tout, ça m'a toujours marqué, cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans David Clairbout? C'est qu'on entre... je crois qu'on peut la voir en la demandant chez Yvon Lambert, peut-être. Il l'avait... Enfin, sinon, c'est un type qui est dans tous les musées belges et autres. Donc on entre, ça devient de plus en plus beau. Il y a le doute. Puis on se dit, non, mais c'est une construction, ça. Et on sort, et c'est un tout petit bosquet qui est au milieu avec des grands pylônes d'électricité, avec des autoroutes, un réseau autoroutier. Et donc, voilà ce que la culture de David Clairbout avait construit de ce qui était pour lui l'arbre, la nature, et un lieu dont il faisait un lieu d'exception, dont il nous demandait de partager à la fois la magnificence et à la fois, on va dire, la nécessité de le repenser dans une proportionnalité avec d'autres objets. Alors, il faut terminer forcément pour quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. On va oublier Egon Schiele, on va ça, et qui a été exposé de manière magistrale ici, qui est de mon point de vue, un de nos grands artistes, c'est Fabrice Hibert, qui lui est entre les deux, mais son obsession, c'est à travers la culture, à travers l'art, etc., être à la hauteur de ce que l'art peut apporter de vital à l'arbre, notamment. C'est-à-dire comment il peut en tirer les leçons et comment l'art peut lui apporter quelque chose. Alors il va être un peintre, mais il va aussi être un inventeur de toutes sortes de choses. Alors évidemment, là on comprend vite, les racines, comme ça, le rhizome, et puis la montée, tout ça, il le fait de manière brutale. Ça veut dire, vous voyez bien, c'est moi qui dessine dans mon coin, chez moi, mais mon ambition, c'est simplement de faire comprendre une chose basique, c'est-à-dire les racines, le tronc central, la floraison et les fruits, la pluie, le soleil, etc. Bon, comme disent les gens souvent devant Picasso, mon enfant de 4 ans pourrait le faire aussi. Quand j'ai fait des expositions à la Fondation Mac, ça marche toujours ce truc. Il y a toujours des gens qui disent ça, mais moi mon enfant à 4 ans, il peut faire pareil.
peut-être, ils ont de la chance, donc c'est bien. Et là, ça va se complexifier parce qu'il va s'intéresser à ce que produit la société, ce que produit la chimie. Il va noter un certain nombre de dons. Le travail destructeur de notre société sur l'arbre. Mais malgré tout, il va toujours le faire fleurir, en fait. Hein. Il va toujours avoir une confiance. Alors, lui-même, là où il habite, en Vendée, tu es allé, il a acheté avec l'argent qu'il a gagné de son arbre. Il était fils de quelqu'un qui s'occupait d'élevage, d'un agriculteur, mais qui avait un petit troupeau. Enfin, c'était des gens peu fortunés. Et il a planté un parcours, une forêt, et son rêve, c'est que, parfois ça marche, enfin, de faire fleurir des essences qui n'ont jamais fleuri dans la Vendée. Et son imaginaire, et là où il va critiquer en ce sens, bon, je pense que ça lui plairait pas tellement parce que de dire il est écologique. Le problème de ça, c'est que l'écologie, comme la fin du terme le souligne, c'est passionnant et heureusement qu'il y a tous ces personnes qui se battent pour l'écologie. Là, on en parlait au déjeuner, donc le rapport du GIEC, etc. Mais l'artiste a du mal avec ça. Moi, j'ai fait une exposition d'un artiste, vous connaissez peut-être Christo, qui est et lui, il disait tout le temps, moi, quand on me pose une question qui est idéologique, il avait été, pour l'excuser, il avait été élevé en Bulgarie, donc il avait réussi à s'en sortir avec des vopos qui lui tiraient dessus. Donc tout ce qui était idéologique, il disait, ça ne me concerne pas. Moi, et dans une émission à France Inter avec le type qui fait la grande bibliothèque aujourd'hui, là justement, qui avait une émission à France Inter, il ne comprenait pas. Il lui disait, mais enfin, vous avez fait des mastabas avec des barils. Ça veut dire que vous critiquez le pétrole, les exploitants du pétrole, etc. Et Christo, qui était un vieux monsieur de 80 ans, non, moi c'est le mastaba qui m'intéresse. Alors ça veut dire quoi? C'est la forme, le trapèze, et en plus la fonction, parce que le mastaba pouvait être un lieu sacré de rituel, mais on mettait si j'ose dire, son pique-nique et ce qu'on mangeait, et un lieu de relation. Alors il dit, mais enfin, tout de même, c'est dans le désert avec des bidons. Alors il répétait ça. Alors à la fin, je ne sais plus comment, trappe noire, je ne sais plus comment il... Trapenard, et il lui dit, mais alors vous militez pourquoi alors? Et alors avec un grand sourire, il a dit, mais comme d'habitude, pour l'art. Ça voulait dire qu'il pensait que l'art avait ce que Bustamante et d'autres, un effet d'art, et que c'était ça ce qu'il pouvait proposer. Il ne pouvait pas proposer, on retrouve le défi, le déni de l'argumentaire. Bien sûr, je pouvais tenir n'importe quel discours, mais il ne le pensait même pas. C'était créer une situation artistique où l'art apparaît et développe de manière inattendue des sens divers, ambivalents, contradictoires, etc. Enfin, donc pour en terminer, c'est bien de terminer sur Fabrice Hibert, parce que voilà un artiste qui tire, et comme on l'a vu là, comme on l'a vu à la Fondation Cartier, tout ce que peut apporter l'art sur cette question du rapport à l'arbre dans ce qu'il peut avoir à la fois de totalement reconstruit, faut bien dire ce qui est, et même parfois totalement utopique, et en même temps, sans cette aspiration-là, sans ce rapport, sans cette forêt qu'il a construit chez lui, qu'il a plantée, chez lui, avec justement, ça ferait plaisir à Augustin Berg, du trajectif sans arrêt, d'un point à l'autre, eh bien, son œuvre n'aurait pas de base. Elle revient tout le temps à ça. Et dans un rapport assez critique avec ce qu'on pourrait appeler les productions sociales, on va dire quelque chose comme ça. Et donc,
Et donc, l'arbre, c'est évidemment pour moi quelque chose de merveilleux dans les promenades, comme les levées de soleil, etc. Mais ce que j'ai essayé de dire modestement et un peu en archipel, comme d'habitude, c'est que c'est une construction culturelle, c'est une construction de la pensée. Et je suppose que je serais totalement contredit par ceux qui les plantent et qui sont obligés de s'occuper d'autres problèmes, qui est la vitalité chaque jour de ces arbres. Et heureusement qu'ils sont là. Voilà, je voulais rappeler la position, à mon avis, pour l'art de cet objet qui est l'objet de notre rencontre. Voilà. En premier, je vous remercie beaucoup de cet exposé. J'ai beaucoup apprécié le côté archipel de la présentation, parce que ça permet à chacun de réveiller en soi son propre archipel. Et donc, on se pose des questions nécessairement. Et une question, c'est entre le début et la fin de votre exposé, vous parliez de choses qui sont pérennes, bloquées, que ça existe et ça ne bouge plus, et la trajectoire. Et je saisis pas bien, pour moi, presque tout est trajectoire. J'ai du mal à imaginer que même un tableau, même s'il est fini, et qu'il est considéré comme fini par l'auteur, il n'est pas fini dans sa vie. Et il évolue avec la vie. Et c'est ce qui le rend vivant, peut-être, si j'ai bien compris ce que... Moi, je suis de votre avis. C'est pas toujours le cas. Vous savez, quand vous... C'est pas du tout une critique. Bon, moi, j'ai travaillé, j'étais, comme on le rappelait, professionnel dans le milieu de l'art. Il y a parfois, on se demande, vous savez, dans les conservations, dans les classements, les catégorations, c'est en fait ce que je crains toujours, moi, c'est l'objectivation, c'est-à-dire ou la réification, c'est-à-dire quand l'œuvre d'art devient l'objet qui va pouvoir devenir un produit comme un autre. Alors, c'est pour ça que j'évoquais des œuvres d'art qui résistent. Et il y en a, il faut reconnaître, qui ne résistent pas. Donc ça devient, et tant mieux, un très beau paysage, un très beau portrait, voilà. Mais vous avez raison. Je pense qu'il n'y a pas d'art sans ce trajectif, sans ce mouvement. Moi, je ne le conçois pas, mais peut-être que je n'ai qu'une vue limitée, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. C'est d'ailleurs une question par rapport, on a évoqué à l'architecture. C'est une vraie question par rapport à l'architecture. D'ailleurs, il y a des architectes... Piero della Francesca, quand il fait, vous savez, la cité idéale, elle est droite, mais comme vous le savez, au milieu, il y a une porte qui est ouverte. Et tout d'un coup, ça ne peut pas être simplement un monument à la gloire de ceux qui l'ont construit. Il y a une énigme, quoi. Et bon, une question, quoi. Bonjour. J'ai une question. Je ne sais pas, j'ai bien compris. Enfin, vous avez dit l'art est plus vivant que la nature. Alors, j'ai jamais eu cette prétention de dire les choses comme ça, mais si je suis très honnête, quand il n'y a plus personne, c'est ce que je pense. Oui. Maintenant, l'affirmer comme ça serait peut-être un peu simpliste, donc mais en effet, c'est ce que je crois. L'intention de l'art, si c'est vraiment de l'art, c'est qu'il y a la recherche du vivant. Plus intense, oui. La nature, qui mène la recherche de la nature, je n'en sais rien. Mais c'est ce que je ressens, moi, quand je vis... comme vous voyez, je suis très jeune, et donc à 75 ans, j'ai vu des saisons passer, observer, j'ai vécu dans des pays différents, et au fond, j'éprouve la sensation du vivant très fortement devant l'art. Et à titre personnel, plus que devant la nature. D'accord. Oui, parce que j'ai vu un texte que vous avez écrit sur le livre de Bénon, l'arbre royal. Vous avez écrit ça pendant le livre. J'ai mal à... Sur la commande du Louvre. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, vous avez écrit un peu quelque chose comme ça. Oui.
Je pense que cette œuvre est au plein cœur de cette contradiction, et c'est vrai qu'il la résout de manière formidable, parce que le bronze qu'il a fait, l'arbre est magnifique, quoi. Et puis tout d'un coup, alors quand c'était petit, c'était modeste. Ils sont pas très grands d'ailleurs, mais il a choisi exprès les essences pour que ça dialogue avec cette espèce de sculpture magnifique, et qu'on se pose aussi cette question-là. Je crois que la sculpture de Pennon au Louvre pose cette question-là. D'ailleurs, ici, vous aviez montré la grande avec la pierre, hein? Hein, oui, elle y est là. Oui, elle y est. Oui. Alors, je dirais que dans celle-là, c'est un peu étrange. Elle a d'abord été montrée à la Villa Médicis, hein, si je me souviens bien. C'est-à-dire que c'est un arbre mort, en fait, et qui porte en l'air une pierre. Donc c'est aussi quelque chose de rapport de force, d'intensité. Alors si on n'est que dans l'histoire de l'art, bien sûr, on peut se dire, bah oui, Magritte, bon, etc. Mais non, je pense que c'est cette question, enfin, qui nous a un peu occupés aujourd'hui, enfin, pour ce qui me concerne. Ouais.